Une cellule électrochimique peut avoir deux types de fonctionnement, soit en pile, soit en électrolyseur. Pour chacun de ces fonctionnements, il faut bien comprendre l'objectif du montage, bien comprendre les réactions chimiques qui se produisent, et aussi quels sont les transferts de charge, autrement dit, dans quel sens va le courant, dans quel sens vont les électrons, et dans quel sens se déplacent les ions en solution. Commençons par le fonctionnement d'une cellule électrochimique en tant que générateur d'électricité, autrement dit en tant que pile. Par définition, une pile, c'est un système qui utilise une réaction redox spontanée dans une cellule électrochimique pour créer un courant électrique. C'est donc un système qui permet de convertir de l'énergie chimique en énergie électrique. Prenons l'exemple d'une des premières piles qui a été découverte, la pile Daniell. Voici la représentation conventionnelle de la pile Daniell, qui correspond donc à une électrode de zinc, une solution contenant du sulfate de zinc, Zn2+, SO4-, une jonction électrolytique, une solution contenant du sulfate de cuivre, Cu2+, SO4-, et une autre électrode en cuivre. À partir de cette représentation conventionnelle, vous devez être capable normalement de dessiner l'allure de la pile, autrement dit avec les deux béchers, les électrodes qui trempent dedans, les solutions, la jonction électrolytique et la connexion électrique également avec le voltmètre qui sert à mesurer la force électromotrice de la pile. On précise dans l'énoncé que pour la solution de sulfate de zinc, la concentration en Zn2+, c'est 0,1 mol par litre. Pour la solution de sulfate de cuivre, c'est 0,2 mol par litre. Et on donne aussi les potentiels standards des couples Zn2+, Zn et Cu2+, Cu. Commencez par dessiner la pile par vous-même en mettant pause sur la vidéo. Je donne la solution dans quelques instants. Voici le dessin de la pile. On a à gauche une demi-pile qui est donc constituée d'une lame de zinc qui trempe dans une solution de Zn2+, SO4-, à la concentration 0,1 mol par litre. Et à droite, une lame de cuivre qui trempe dans une solution de Cu2+, SO4-, à la concentration 0,2 mol par litre. Ces deux demi-piles sont reliées par un câble avec un voltmètre. Et les deux béchers sont reliés par une jonction électrolytique qui est par exemple un pont salin contenant des ions K+, et Cl-, ce qui est assez standard. Une fois que vous savez bien dessiner une pile à partir de sa représentation conventionnelle, la prochaine étape, c'est d'arriver à déterminer quelles sont les réactions chimiques qui se produisent dans la pile, dans quel sens se déplacent les charges électriques, et calculer la force électromotrice de la pile. À nouveau, je vais vous laisser le faire en mettant pause sur la vidéo, mais je vous donne un petit indice. Pour savoir quelle réaction chimique se produit, il faut comparer les potentiels standards ici des couples. Ainsi, on va pouvoir savoir dans quel couple il y aura l'oxydant le plus fort, dans quel couple il y aura le réducteur le plus fort, et donc on pourra prévoir quelle est la réaction spontanée du point de vue de la thermodynamique. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez identifier l'anode et la cathode, et donc savoir à quel endroit les électrons sont consommés et à quel endroit ils sont produits, ce qui vous permettra de savoir le sens de déplacement des électrons dans le fil électrique, et à partir de là, le sens du courant. Enfin, pour le calcul de la force électromotrice, il faudra utiliser la formule définie précédemment, en n'oubliant pas que chaque potentiel de demi-pile doit être calculé avec la formule de Nernst. Je vous laisse maintenant le faire en mettant pause sur la vidéo. Je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Faites bien attention dans cette solution à ne pas simplement voir le résultat, mais à comprendre le raisonnement qui est effectué. Premièrement, on fait un max de potentiel standard dans lequel on compare le potentiel standard du couple Cu2+, Cu et du couple Zn2+, Zn. On voit que parmi les deux oxydants présents, l'oxydant le plus fort, c'est Cu2+, puisqu'il a le potentiel standard le plus grand. Et parmi les deux réducteurs présents, le réducteur le plus fort, c'est Zn, puisque c'est lui qui a le potentiel standard le plus bas. Autrement dit, on peut prévoir qualitativement que la réaction qui sera thermodynamiquement la plus favorisée, c'est la réaction dans laquelle l'oxydant Zn2+, réagit avec le réducteur Zn, et donc dans laquelle on forme Zn2+, et Cu. On se souvient visuellement que ça forme un gamma, et qu'en général, quand on forme un gamma dans ce sens-là, ça veut dire que la réaction sera favorisée. On peut le vérifier en calculant la constante de la réaction, même si ce n'est pas toujours nécessaire à partir du moment où on sait que c'est cette réaction-là qui sera thermodynamiquement la plus favorisée. Donc c'est elle qui va se produire ici dans la pile. Une fois qu'on sait que c'est cette réaction qui va se produire, on peut, sur le schéma de la pile,
rajouter un certain nombre d'éléments. On sait par exemple que l'oxydant, Cu2+, va être réduit en cuivre selon la demi-équation. Cu2+, plus 2 électrons donne Cu, et que ça se passe sur la demi-pile de droite, qui sera donc la cathode, puisque par définition c'est le lieu de la réduction. On sait que dans la demi-pile de gauche, puisque c'est là qu'il y a le zinc, il va se passer zinc donne Zn2+, plus 2 électrons, qui est une oxydation. Autrement dit, cette demi-pile-là sera l'anode. De plus, on sait que, comme cette demi-pile-là a un potentiel plus grand que cette demi-pile-là, c'est elle qui va porter la charge positive, donc la charge la plus importante, et c'est elle qui va porter la charge négative. Enfin, on sait que les électrons sont consommés ici dans cette demi-équation puisqu'ils appartiennent à la partie des réactifs. S'ils sont consommés, ça veut dire que dans le fil électrique, les électrons vont avoir tendance à aller vers la cathode. Alors qu'à l'inverse, ici les électrons sont produits, donc les électrons ont tendance à s'en aller de l'anode. À partir de ça, on va pouvoir prévoir dans quel sens vont les électrons et dans quel sens va le courant. Donc les électrons s'en vont de l'anode pour aller vers la cathode. Et comme le courant va en sens inverse des électrons, il s'en va de la cathode pour aller vers l'anode. Ici, c'est bien cohérent avec ce que vous avez vu en physique, en électricité, puisqu'on dit que dans une pile, le courant part de la borne positive. Ici, c'est bien cohérent, il s'en va dans ce sens-là, donc il part de la borne positive de la pile pour aller vers la borne négative. Voilà. Une fois qu'on a les deux demi-équations, on peut faire l'équation bilan de la réaction, simplement en les sommant, en n'oubliant pas qu'il faut que les électrons se simplifient. Ici, pas de problème, puisqu'on a 2 électrons dans chacune des deux demi-équations, ça se simplifie bien. Enfin, si on doit réfléchir au sens dans lequel se déplacent les charges en solution, qui cette fois ne sont pas les électrons mais sont des ions, il faut réfléchir en termes de neutralité de chacune des demi-piles. En effet, on voit que dans cette demi-pile, il y a un ion qui est consommé, c'est l'ion Cu2+, qui se transforme après avoir consommé des électrons en Cu et qui donc n'est plus présent en solution. Or, cette demi-pile, il faut qu'elle conserve sa neutralité. Donc si on supprime 2 ions Cu2+, il va falloir rajouter d'autres ions chargés positivement pour compenser cette perte de charge positive dans la solution. Le pont salin, qui contient des ions K+, et Cl-, va donc légèrement se vider, puisqu'il y a une partie des ions K+, du pont salin, qui vont rejoindre cette solution-là pour compenser la perte d'ions Cu2+. De façon similaire à l'anode, on voit que à partir du zinc, on forme un ion, l'ion Zn2+, qui va rejoindre la solution. On ajoute des ions chargés positivement dans cette solution, donc il faut absolument qu'elle conserve sa neutralité. Pour ça, le pont salin peut se vider d'ions Cl-, qui vont venir compenser les ions Zn2+. Évidemment, comme l'ion Cl- a une charge négative, alors que l'ion Zn2+ a 2 charges positives, il faudra 2 fois plus d'ions Cl- que d'ions Zn2+ pour compenser, et c'est ça qui va se produire. Au labo, quand on fait une pile comme ça qui est connectée par un voltmètre, il ne faut pas avoir peur que le pont salin se décharge très très vite, puisque le voltmètre, c'est un composant électrique qui a une résistance très très grande, de façon à laisser passer un courant quasi infiniment faible. Autrement dit, les échanges électroniques étant infiniment lents, quand on branche un voltmètre, eh bien ça veut dire que les échanges d'ions aussi vont être extrêmement lents, on va produire très très peu de Zn2+, consommer très très peu de Cu2+, et donc le pont salin ne va quasiment pas se vider finalement. Pour autant, dès qu'on a fini d'utiliser un pont salin, on le remet dans une solution de KCl saturée, de façon à ce qu'il se recharge en ion K+, et en Cl-. Même si c'est très peu déchargé, on n'est jamais trop prudent, autant avoir un pont salin bien plein. Une fois qu'on a bien compris le fonctionnement chimique et le fonctionnement électrique d'une pile, il reste encore le calcul de sa force électromotrice. Pour ça, on utilise la formule E égale potentiel de droite moins potentiel de gauche. Ici, c'est donc potentiel de la cathode moins potentiel de l'anode, ce qui est très classique pour une pile. On met toujours la cathode à droite pour une pile et l'anode à gauche. Chacun de ces potentiels peut être calculé en utilisant la formule de Nernst. Pour la cathode qui a le couple Cu2+, Cu, on aura donc E standard Cu2+, Cu plus 0,059 sur 2 fois log de la concentration en Cu2+. Et pour l'anode qui a le couple Zn2+, Zn, on aura E standard Zn2+, Zn plus 0,059 sur 2 log de la concentration en Zn2+. Avec les données de l'énoncé, on arrive donc à une force électromotrice E qui vaut 0,319 moins 0,79, autrement dit 1,109 volts.
Maintenant qu'on a fini la pile, passons au cas de l'électrolyseur. Par définition, un électrolyseur est un système qui utilise un générateur de courant pour forcer un échange électronique à se faire dans le sens non spontané dans une cellule électrochimique, c'est-à-dire pour forcer une réaction redox à se produire dans le sens non spontané. C'est donc un système qui permet de convertir de l'énergie électrique en énergie chimique. Si on prend par exemple la cellule électrochimique précédente, qui était une cellule contenant du zinc, du sulfate de zinc, du sulfate de cuivre et du cuivre avec ces concentrations-là. Et bien si on la branche sur un générateur, plutôt que de brancher simplement à ces bornes un voltmètre, on va pouvoir la faire fonctionner en sens inverse. Ici j'ai fait une représentation de la cellule électrochimique. Vous remarquez qu'elle est légèrement différente de la représentation précédente, puisque cette fois, au lieu d'avoir utilisé un pont salin, pour la jonction électrochimique, j'ai utilisé une paroi poreuse. Ça, c'est quelque chose qui est très couramment utilisé quand on veut créer une cellule électrochimique dans laquelle un courant non négligeable passe. Eh bien, on n'utilise pas un pont salin, mais plutôt une paroi poreuse. Pourquoi? Parce que le pont salin, si on met un courant important, il se videra très vite pour essayer de maintenir l'équilibre des charges. Et il faudrait le remplacer en permanence, ce qui serait assez compliqué. La paroi poreuse, elle fonctionne en empêchant certains ions de passer, mais en laissant d'autres passer. Par exemple, si on imagine que cette paroi poreuse empêche les ions métalliques, Zn de plus ou Cu de plus de passer, mais laisse passer certains autres ions, comme par exemple laisse passer les ions SO4 de moins. Alors, par la migration des ions SO4 de moins, eh bien, on va pouvoir avoir un équilibre électrique dans les solutions, qui vont pouvoir rester neutres, même si du courant passe. Par contre, on va empêcher les ions métalliques de passer, puisqu'ici, il ne faudrait surtout pas que les ions Cu de plus arrivent à gauche et rentrent en contact avec le zinc, sinon il ferait une réaction redox spontanée avec le zinc, ce qui poserait problème ici, puisque nous, on veut faire une réaction via le transfert d'électrons par le câble, et pas une réaction directement avec le contact de Cu de plus et de Zn. Donc vous pouvez retenir que le pont salin qu'on a vu précédemment dans le cas d'une pile qui était branchée avec un voltmètre, c'est très bien si on ne fait pas débiter la pile, c'est-à-dire si on mesure juste avec un voltmètre sa tension à vide, mais qu'on ne demande pas un courant important. Dès qu'on veut faire une électrolyse où on a besoin d'un courant important, ou dès qu'on fait une pile même qui a besoin de débiter avec un courant important, on va plutôt utiliser une paroi poreuse à la place. Quoi qu'il en soit, à part ça, on a toujours la même cellule électrochimique de Daniel, avec d'un côté Cu de plus Cu, avec de l'autre côté Zn de plus Zn. Sauf que cette fois, on va brancher un générateur pour forcer le courant à aller dans le sens inverse duquel il serait allé si on avait laissé la réaction spontanée se produire. Ce que je veux que vous fassiez maintenant, c'est que sur ce dessin-là, vous dessiniez dans quel sens le courant va et dans quel sens les électrons vont, et que vous en déduisiez quelle est la demi-équation qui se produit dans la demi-pile de droite, quelle est celle qui se produit dans la demi-pile de gauche, quelle est l'anode, quelle est la cathode, quelle est la charge positive et quelle est la charge négative aux bornes du générateur, et dans quel sens se déplacent les ions qui peuvent se déplacer, autrement dit les ions SO4 de moins. Prenez le temps de faire tout ça en réfléchissant bien à ce qui se produit dans ce montage-là. Je donne le résultat dans la vidéo suivante.